Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Merci à Laurent Chiquano. Apparemment, une rencontre il y a 25 ans et hop, tu te souvenais encore de moi. Et c'est probablement... Non, alors je vous explique. J'étais jeune journaliste à Libération, à la page Sciences. J'ai une formation scientifique, j'ai fait l'Institut national des télécoms, mais derrière les machines à gérer des réseaux, ça m'a pas du tout plu. Et donc j'ai bifurqué pour devenir journaliste. Au départ à zéro informatique, monde de bol, je faisais la même chose, mais en tant que journaliste, c'était complètement con. Du coup, j'arrive à Libé et là, je passe à la science. Et je suis originaire de Grenoble. Je vais à Grenoble où je découvre l'existence du tout nouveau collectif Pièces et Main d'œuvre, très critique que vous connaissez, très critique sur les questions de la culture scientifique et technique, puisque dès que vous parlez d'un truc, ça veut dire que vous le validez. En gros, c'est ça, bon, la théorie. Et c'est là-bas qu'on avait échangé, et c'était passionnant à l'époque de voir que toutes les points de vigilance qu'ils mettaient sur la technique, la science, etc., ou l'absence de décision politique, sont pour moi en tout cas avérés dans plein d'endroits. Donc merci Laurent. Et alors on voit rien parce que moi je choisis des fonds d'écran noirs et verts. C'est pour vous dire un peu dans quel état d'esprit je suis en général, mais c'est quand même une conférence sur la question de l'engagement, parce que je pense être une journaliste engagée, c'est même une névrose professionnelle, et au lieu de rester dans le journalisme scientifique, je suis tombée en amour total avec le journalisme environnemental, lequel, les questions environnementales pour moi sont des questions qui sont étayées par les sciences évidemment, mais après, on a tous les éléments qu'il faut pour prendre des décisions politiques qui prendraient en compte justement ces éléments scientifiques. Et c'est là que, en tant que journaliste environnemental, moi j'ai bien aimé frayer. J'adore les catastrophes. Je trouve donc du coup je vais super bien dans l'époque actuelle et pour des mois encore des années à venir. Moi ça va, mieux je vais. Comme si j'avais un peu avalé un peu tout ça. Après 2000 articles, 20 ans de journalisme environnemental, presque 25 maintenant, une douzaine de documentaires pour Arte, notamment beaucoup sur le nucléaire, qui est ma deuxième passion après la catastrophe, pour plein de raisons, parce que je trouve que ce sujet en tant que tel porte tous les sujets, c'est l'État dans l'État, c'est énormément de choses, c'est passionnant, c'est de la technique, mais aussi beaucoup de politique. Bref, c'est un sujet franco-français aussi, donc j'adore ce sujet. 3 livres dont je vais vous parler, des dizaines de reportages. J'ai rejoint le collectif Argos, qui est un collectif désormais de pigistes. Donc nous sommes 10 photojournalistes et journalistes, donc 5 photographes et 5 rédacteurs. Et nous travaillons sur des dossiers exclusivement consacrés à la question environnementale. Alors, cela dit, en 20 ans, on est passé un peu du constat ou de la dénonciation ou du constat ou du passage à autre chose, il me semble actuellement, que j'arrive encore très mal à comprendre, parce qu'on parle de plus en plus des questions environnementales et on en fait de moins en moins. Donc on prend des décisions de moins en moins, en tout cas efficaces. Et j'ai du mal à voir tous ces jeunes journalistes dénoncer des nouveaux médias qui dénoncent, qui parlent vraiment d'une actualité environnementale. Et pourtant, quelque chose ne bouge pas. Bon, là, j'ai mis un petit peu les reportages qui m'ont marqué. En haut à gauche, à droite, pardon, c'est... Peut-être vous connaissez, c'est l'archipel, c'est l'île de Tuvalu. Donc le mont Funafuti culmine à 3,5 mètres au-dessus du niveau de l'océan Pacifique. Là, c'est le Groenland. J'étais embarquée avec Greenpeace, donc journaliste engagé. C'est pas Libé qui paye les reportages en Arctique. Vous allez sur le bateau de Greenpeace et c'est cool. La PMA, alors je fais partie des journalistes de gauche, féministes, écolos, qui sont plutôt... questionnante sur ces éléments-là. Bref, tout ça pour vous dire là que j'ai quand même pas mal couvert des choses un peu tristes. Des fois, j'ai cru moi aussi à la fin du monde, et c'était pas encore pour maintenant. Fukushima, toujours ma passion. Quand le Canada brûle sur pied, souvenez-vous de la ville de Lytton. Là, je passe un peu vite parce qu'effectivement, tout ce que j'ai travailler, c'est quand même le royaume de la mauvaise nouvelle.
alors, je sais qu'il y a un journalisme positif, un journalisme d'espoir, les reporters d'espoir, etc. Ça existe. C'est pas ma came. Personnellement. Alors on peut se poser la question de la structure psychique que j'ai. Pourquoi j'aime quand ça va mal, mais en même temps le journaliste d'une manière générale passe rarement son temps à raconter ce qui va bien. Si tout va bien, voilà, on a du mal quand même à évidemment tout est une histoire d'équilibre. C'est comme les engagements, il y a engagement jusqu'à la polarisation totale de la société, ou alors il y a engagement au moins enfin, où on assume ce qu'on a à dire, ce qu'on veut défendre surtout, qu'est-ce qu'on a envie de défendre. Mais en tout cas, face à ces nouvelles assez terrifiantes, on se sent tout petit. Je ne vais pas vous faire... Alors moi, du coup, je navigue dans une crise écologique majeure. Je ne vais pas vous parler des problématiques climatiques, de biodiversité. Vous les connaissez aussi bien que moi, de raréfaction des ressources. Nous sommes dans ce siècle de la grande accélération qui ne décélère pas, ou alors bientôt brutalement. Mais on en parlera. Il paraît que la fin du pétrole, c'est pour 2026 maintenant, donc on verra. Vous connaissez tous ces sujets. Donc j'étais de toute façon, en tant que personne, parce qu'il faut bien se dissocier quand même. À un moment donné, il y a un être humain dans la journaliste, et l'être humain dans la journaliste n'est pas en titane. Et le royaume de la mauvaise nouvelle dans lequel je navigue, même si j'aime ça, il y a un moment donné, c'est impossible à vivre. C'est quelque chose de particulièrement écrasant. Donc moi, mon intervention, elle est un peu pour parler d'engagement dès lors que les ressorts de l'engagement sont un peu pétés. Et on est dans une époque où à quoi ça sert d'aller militer contre la loi immigration, elle est déjà passée. À quoi ça sert de faire des conférences ou de la médiation scientifique sur les questions nucléaires? Les 14 EPR sont commandés. J'ai l'impression qu'on est plus au pied du mur de choix, mais ça peut-être de tout temps, hein, vous savez peut-être mieux que moi, que de pouvoir en discuter sereinement dans une société civilisée avec on s'écoute. Je pense que le temps de la discussion est un peu terminé et on a une énorme polarisation, on le voit dans tous les phénomènes aujourd'hui. Le phénomène dont je vais vous parler un petit peu, c'est l'éco-anxiété, c'est-à-dire que en 2009, je voulais écrire comment rester écolo sans devenir dépressif. Et puis après, non, enfin, c'était déjà trop tard. Donc c'était plutôt comment rester écolo sans finir dépressif. C'est-à-dire comment on sort de ce moment où on a compris que quelque chose nous échappe. On est dans une totale impuissance. On doit faire sa part, bien sûr, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'impuissance, d'une machine qui est totalement emballée. Et quand même garder un peu cette niaque, cette envie de se lever et d'aller faire ce qu'on a envie de faire. J'imagine que vous n'avez pas de problème de sens là où vous êtes. Qui a un problème de sens à la tête de son CCSTI? Voilà, vous n'avez pas un problème de sens. Non, mais bon, peut-être vous n'avez pas envie de vous dénoncer tout de suite. Mais peut-être vous avez déjà la question du sens en moins. Alors, tout après est question d'énergie. En tout cas, moi, il me semble que dès lors que, pour beaucoup de gens en ce moment, la question du sens surgit, leur saute à la figure. C'est-à-dire qu'on a des gens de 20 ans qui font leur crise de la quarantaine, en bifurquant directement. Les gens de 40 font leur crise de fin de vie, en gros. Un peu la grosse deb, qu'est-ce que je vais faire, etc. Genre, bon, pas tous planter des patates non plus, mais c'est tentant. Bref, cette éco-anxiété, très vite, il est apparu, parce que là, le livre dont je vous parle, qui est sorti en 2020 maintenant, donc à la sortie des premiers confinements, en mai-juin 2020, du premier confinement, est un tricot entre mon expérience personnelle d'éco-anxieuse, enfin de fille quand même qui est à la proue de la mauvaise nouvelle, et j'ai tricoté l'expérience de plein de VIP de l'écologie, dont certains dont on ne doit plus prononcer le nom pour des raisons de #MeToo, comme Nicolas Hulot. Mais ces gens-là qui quand même étaient des vigies également, éclaireuses, présentes, pugnaces, constantes dans le temps de l'engagement, et qui ne parlaient jamais de leurs émois, de leurs tourments, de leur éco-anxiété. J'ai jamais entendu un Cyril Dion dire je suis bas de nounours en ce moment, ou alors et pourtant ça vient maintenant. Mais je pense à Camille Etienne qui elle justement dit qu'on a peur, on a le droit
droit d'avoir peur, que ça fait partie de nos moteurs d'action. Mais pendant très longtemps, la question des émotions était totalement évacuée, y compris dans les ONG que je fréquentais beaucoup. Tout le monde, en sortant d'une COP, est déprimé, je veux dire, ou même dépressif, ou au bord du suicide. Mais personne n'en parle. Voilà, on va se faire une semaine de vacances pour récupérer et on repartira au front. Donc la question de l'émotion, de l'anxiété, de l'impuissance, c'est quelque chose d'assez nouveau dans nos questions d'engagement, je trouve. Enfin, en temps Internet, non. Ça fait 3 ans qu'on en parle de l'éco-anxiété. Vous avez l'impression peut-être c'est un mot qui est absolument omniprésent. On le remplace par éco-lucidité, éco-fureur, éco-combativité, ce que vous voulez. Mais ça fait seulement 3 ans qu'il y a une occurrence dans les médias français de telle importance. Avant, ça n'existait pas. Et ben, contre toute attente, c'est un signe de très bonne santé. Et à la fin de cet ouvrage, où je tricote l'expérience de VIP de l'écologie, la mienne, et évidemment aussi l'expérience, plein de témoignages et une enquête où, dans les pays un peu anglo-saxons où l'éco-anxiété avait un petit peu avait touché les personnes un peu en avance, je pense aux États-Unis, étonnamment, où avec Katrina ou Sandy, enfin en tout cas des tempêtes d'envergure, ou une Floride qui est traversée par 5 ouragans, 5 ou 6 maintenant bientôt par an, se retrouvent quand même avec des gens qui doivent gérer la catastrophe, vivre avec la catastrophe. Donc à l'issue de ce livre, à l'issue de cette enquête, il y avait 2 questions qui restaient. C'était dans le temps qui me reste, parce que on a un temps limité, qui est-ce que j'ai envie d'être, et puis qu'est-ce que je peux faire. Et c'est visiblement les 2 questions que les éco-anxieux se posent pour vraiment en sortir, mais on reviendra un peu là-dessus. Le 2e livre que j'ai écrit dans la foulée est à l'avant-poste aussi d'un autre phénomène, ça a été la bifurcation. Ce qu'on a appelé la bifurcation il y a 1 an et demi. En réalité, là, c'est un livre qui fait pareil, un tour de France des personnes qui ont changé de vie après le confinement, notamment pour dissiper leur éco-anxiété, parce que ce confinement, comme toute catastrophe, a l'art d'être un petit peu un coup de pied aux fesses, un moment, on va dire un temps d'arrêt. On aurait rêvé que ce soit le monde d'avant, le monde d'après, mais en tout cas, c'est un temps zéro pour réfléchir. Et certains ont vraiment pris leur clic et leur claque et décidé de commencer la seconde partie de leur vie à l'issue de ce confinement. C'est intéressant parce que je travaille là maintenant pour Le Monde sur un gros dossier sur les personnes qui rebifurquent parce que voilà, arriver à la campagne et se dire tiens, c'est cool, après les 2 ans de chômage, en fait on le fait dans l'autre sens, et puis on s'emmerde à planter des patates, des fois on a peut-être envie d'autre chose, et puis la ville de province, c'était pas pour les adolescents, fallait pas leur faire ça, enfin bref, donc il y a beaucoup d'histoires rigolotes. La bifurcation n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de réflexion sur sa vie, mais c'est vrai que des fois il y a des petits retours en arrière. En tout cas, c'est un phénomène absolument quasi impossible à quantifier. Il n'y a aucun guichet du départ, évidemment, de la démission. On peut parler du big quit, quand on a vu qu'aux États-Unis, en l'espace d'1 an, 20 millions de personnes ont rendu leur tablier, démissionné. Voilà, on connaît maintenant les histoires de tension dans certains métiers pour trouver des personnes. Voilà, il y a des signaux faibles, mais c'est très difficile c'est quoi changer de vie? Est-ce que c'est juste déménager puis télétravailler depuis une super baraque dans Lyon? Ça, c'est moi, ça. Ou est-ce que c'est véritablement changer de métier, se former, etc. Tout le travail que j'ai fait, c'est basé un petit peu en fait sur cette histoire de deuil. Pour moi, l'idée, c'était l'éco-anxiété, c'est aussi parce qu'il y a un deuil à faire, c'est le deuil du XXe siècle. Ce deuil du just do it, yes we can. Non, maintenant on est rentré dans le deuil dans le siècle du may we, shall we, do we have enough time, etc. Et c'est marrant que ce deuil du just do it. Donc, si on fait l'analogie de ce deuil du XXe siècle qu'il y aurait à faire, je suis allée me plonger dans les travaux entre autres, d'Elisabeth Kübler-Ross. Vous la connaissez ? Donc, c'est une psychologue suisse-américaine. Son travail principal pour avoir élaboré une courbe de deuil, qui n'a rien d'une courbe, on dirait une sinusoïde.
C'est là où vous êtes vigilant. Et en plus, on verra, enfin je vais vous dire tout de suite, en fait, elle a travaillé avec des personnes qui étaient en soins palliatifs. Donc soins palliatifs égale bientôt fini. Et alors, l'annonce d'une maladie létale avec peu de chances de s'en sortir provoque une série d'émotions, notamment pour les personnes qui sont cueillies à froid. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais fumé 2 paquets de clopes pendant 20 ans et que vous avez un cancer du poumon, vous êtes un peu en colère. Vous êtes dans le déni, il y a un choc. Enfin, en tout cas, elle a, à chaque fois qu'elle allait parler avec des personnes en soins palliatifs, elle identifiait différentes phases et différents processus et différents états du cerveau. Donc, au point d'avoir établi cette courbe du deuil. Alors, admettons, donc, vous pouvez l'appliquer à la perte d'un être cher, mais à la perte de vos références, de vos valeurs, de la société dans laquelle on est, quoi. Quand vous tombez en écologie, vous avez un choc. Non, mais puis tout de suite un déni. C'est-à-dire, si c'était aussi grave, on nous le dirait. On serait tous en réarmement, de vitalité ou d'équilibre sur Terre. Il y a une forme de déni. C'est jamais, par exemple, le type qui glyphosate au-dessus de chez moi, lui, il est dans le déni total, que les changements climatiques vont impacter la productivité de ses vignes. Lui, il est persuadé que, de toute façon, s'il faut aller au Groenland, il ira en planter au Groenland. Bon, on verra. Il y a ce déni... ce choc et ce déni, après, se traduisent par une somme d'émotions basses, la colère, la peur, la tristesse. Est-ce que parmi vous, certains sont touchés par de l'éco-anxiété d'une manière ou d'une autre? Et les autres, vous êtes tous psychopathes ou où tout va bien? Non, mais c'est vrai, il y a aussi des personnes qui ne sont pas du tout impactées par ces émotions-là. Ouf. On est impacté, très bien. Et puis en plus, vous avez des publics qui doivent sûrement être impactés, vous avez des collaborateurs qui sont impactés, vous avez des intervenants qui sont impactés, donc c'est quelque chose qui est un peu vraiment présent. Bon, une fois qu'on a le choc et qu'on est rentré en phase de déni, il y a une phase de marchandage. Tout écolo, aussi radical soit-il, à un moment donné, va prendre l'avion, alors peut-être moins maintenant, mais il va faire un truc sale. Il va prendre sa voiture, il va prendre l'avion pour aller voir, je sais pas moi, la rétrospective de Jérôme Bosch au Prado à Madrid, parce qu'il aime aussi l'art. Il va se mettre à la colle avec un carnivore chasseur. Il va, je sais pas, il va pas trier tout bien les déchets. Il va foirer ses petits gestes. Son engagement politique ne peut pas être total et radical. Donc voilà. Donc il y a une espèce de marchandage pour laisser le cerveau un peu tranquille. Je vais passer plutôt directement à là, parce que ça c'est la courbe du deuil appliquée à l'effondrement, aux questions pardon, de crise systémique actuelle que nous connaissons. Donc effectivement, au départ, il y a cette sidération d'avoir tous les voyants au rouge. Donc la culture scientifique nous donne les voyants au rouge. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions-là? Il y a du déni, il y a de la colère et de la peur, il y a du marchandage, je l'ai dit, il y a de la dépression chic. Ça peut être un programme politique, la dépression. Ça aurait été super qu'on nous dise, bon ok, on accepte tous les éléments scientifiques qu'on nous donne, et maintenant, allons collectivement vers un rebattage total des cartes de notre société. Comment ça fonctionne? Voilà. Mais ça doit passer par un abandon de certains trucs. La dépression, c'est ce moment-là où on va abandonner les choses qui nous plombent, qui nous mettent au fond. Voilà. Donc, cette dépression, elle est super intéressante parce que c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. C'est quand les jeunes de 20 ans qu'on voit à la bascule ou qui bifurquent et qui font leur crise de la quarantaine, leur dépression à 20 ans, je trouve que c'est super engageant pour l'avenir parce qu'à 25, ils ont la grosse patate et quelque chose ne peut plus les atteindre. C'est comme s'ils avaient une immunité à être passés par cette éco-dépression d'une certaine façon. Parce que c'est aussi l'abandon en fait de tout ce que cette société, enfin tout ce qui ne convient pas dans cette société. Moi, je parle beaucoup d'écologie, mais l'écologie et l'environnement, c'est vraiment ça, on tire le fil, on a absolument toute l'organisation de la société derrière. Et ensuite, après cette dépression, on va aller vers une forme d'acceptation, et je reviendrai, je détaillerai un peu plus, mais en tout cas, ça, c'est ce qui a été
constaté, auprès, par exemple, de tous les lecteurs de Pablo Servigne. Comment tout peut s'effondrer avec Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle. À la fin, ils donnaient des conférences, les gens pleuraient, les gens partaient, les gens se levaient. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Voilà pourquoi ils ont sorti 1 an après ou 2 ans après Une autre fin du monde est possible. Ouais, bon. Et c'est voilà, mais quelque chose est venu percuter avec ce livre qui est quand même 200 000 exemplaires. Hein. C'est un des essais les mieux vendus en France sur les questions d'écologie, d'effondrement, de crise systémique. C'est quand même génial. Et donc ce choc a fait basculer des personnes dans des émotions auxquelles ils ne s'attendaient pas, quoi. Voilà. Et ça démobilise, ça fait peur. C'est toutes ces émotions basses dont on est emparé. Même si on a une structure psychique complètement OK, qu'on n'a pas de dépression, que tout allait bien dans la famille, qu'on n'est pas dans une famille dysfonctionnelle, que tout va bien, etc., il y a quand même ce monde autour qui est en train de basculer dans un inconnu, dans un incertain total. Et donc, à minima, il y a des doutes, des interrogations, mais il peut y avoir ensuite tout ce déroulé d'émotions basses. Donc, la colère, parce que la colère est basée sur l'injustice. Donc, c'est injuste d'avoir laissé faire ça, et de ne pas prendre les décisions qui s'imposent. La tristesse qui ici peut dire un de mes paysages de l'enfance est absolument intact. Voilà. La peur, pour ceux qui ont des enfants et même pour eux-mêmes, la peur, le Covid a plongé les gens dans une sidération doublée d'une peur. La peur de mourir, c'est que cette peur de mourir qu'on ne questionne plus dans nos mondes accélérés, dans notre 21e siècle où on a à peu près tout ce qu'on veut tout le temps, tout de suite, et que la peur de la fin s'éloigne et n'est même pas portée pour qu'on en parle tant que ça. Et cette impuissance crasse, personnellement, je pensais que j'allais changer le monde en écrivant pendant 25 ans sur les questions environnementales, en dénonçant, en alertant et en informant. Je me disais, le problème, c'est que les gens ne savent pas. S'ils savent, j'ai raté ma vie. Ils savent, et ça ne change pas grand-chose. Pas grand-chose. Ça change un peu des choses, mais pas tout à fait tout. Il paraît que même Édouard Philippe avait lu Effondrement de Jared Diamond. Édouard Philippe avait lu, je crois, Pablo Servigne. Mais ça ne se traduit pas dans les politiques. On ne traduit pas la question centrale de notre existence sur Terre dans les politiques publiques. Bon. Moi, ça m'interroge toujours. Voilà, bon, je vais pas. Vous connaissez les mots, l'effondralgie, la solastalgie. Vous savez qu'un jeune de 16 à 25 ans, un jeune sur 4 est touché par ces phénomènes-là. Beaucoup plus même dès lors qu'on grandit dans l'âge. Attention, c'est du déclaratif. Attention, c'est une période sensible, donc voilà, on ne sait pas trop, mais on se sent assez petit par rapport à tout ça. Du coup, je vais aller un peu plus vite là-dessus, mais il faut se rassembler à un moment donné et se remettre. Donc, dans cette acceptation, il y a cette sagesse. Moi, j'adore la phrase de Marc Aurèle. Et ce qui est génial, c'est qu'elle s'applique autant aux alcooliques anonymes qu'aux éco-anxieux. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut pas être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et faire la différence entre les deux est visiblement le truc le plus compliqué. Dès lors qu'on est sujet à l'éco-anxiété, on se dit que notre responsabilité est engagée. Les petits gestes dont je vous parlais, c'est sympa, mais c'est 25% de la solution au problème. 75% de la solution au problème se trouve dans le système, au sens où, aux politiques publiques que je mentionnais tout à l'heure, on fait des choix qui nous engagent sur des années, mais qui nous engagent, nous, comme suiveurs, quoi. Nous n'avons pas le pouvoir là-dessus. Donc peut-être il est question de s'empouvoirer, de se en capacité pour s'engager. L'acceptation, c'est très long. C'est pas facile. Enfin, là, on va très vite, mais comme ce sont des processus psychiques ou physiques ou un peu associatifs, d'engagement, on va pas décider. Il n'y a pas de timing et il n'y a pas de recette. Mais il y a des choses qui marchent bien. Est-ce que vous connaissez, par exemple, la marche du temps profond ? Dans les CCSTI, vous connaissez pas ça ?
La marche du temps profond, c'est génial. Vous organisez ça. C'est super pour relativiser. En gros, 4,6 km de marche, un pas égale 1 million d'années. D'accord ? À la fin, on a 4,6 milliards d'années. Et on a marché pendant 3-4 heures. Et on s'arrête 21 étapes. Éclosion de la vie. Enfin, d'abord, création de la Lune, enfin, l'univers, etc. Et puis après, hop, grande oxygénation. Enfin, c'est les 21 étapes, voilà. Mais ça, c'est un outil super pour relativiser. Parce que votre dernier pas, il fait 1 mètre. 1 million d'années. Bon, vous arrivez là, vous êtes à 2 mm, c'est même pas Jésus sur l'eau. Mais le pas d'après, c'est vertigineux. On ne sait pas. Et ça, c'est génial. Enfin, en tout cas, pour comprendre aussi les processus de la vie sur Terre, il y a déjà eu du 800 ppm sur la planète. La vie n'a pas disparu. On peut le dire. Ça rassurera les générations futures. Bon. Mais je signale ça, mais en tout cas, c'est un truc super à mettre en place. Enfin, pour des publics CCSTI, je trouve ça génial. On peut le faire en ville, à la campagne. On peut mixer urbain, campagne, un peu de nature, parce que c'est chouette de s'arrêter dans les 21 étapes. On marche en silence, on réfléchit à tout ça. On se rend compte que les dinosaures nous surpassent. C'est 163 mètres. D'existence, donc 163 millions d'années de dinosaures. Et nous, on est là à 7 millions, 7 pas de Toumaï à nous, et on ne sait pas de quoi demain est fait. Enfin, c'est quelque chose qui retourne pas mal. Le travail qui relie, en avez-vous entendu parler ? Donc c'est un travail qui a été développé par Joanna Macy, qui s'est beaucoup déjà intéressée aux populations. Alors, l'origine de son travail, le travail qui relie, comment dire, c'est au départ pour essayer de pallier à la souffrance des combattants antinucléaires dans les années 70-80. Et également ceux qui se battaient contre le bouclier entre les États-Unis et la Russie. Et à l'époque, il y avait cette guerre des étoiles qui menaçait. Et donc, du coup, les pacifistes antinucléaires gagnaient peu leur combat. C'est un peu comme un antinucléaire en France aujourd'hui, remarquez. Mais, donc, elle développe ce travail-là qui est à la croisée un peu de la sagesse bouddhiste, un peu de psychologie et beaucoup de paroles, de toute façon, à la fin. Et le travail qui relie, c'est une spirale de plusieurs jours, mais qui peut être rassemblée en une journée, en atelier de 2, 3, 4, 5, 6 heures, où vous allez vous ancrer dans la gratitude dans un premier temps, parce qu'on a quand même cette chance d'être sur la seule planète où il y a du chocolat, du vin nature, des bières et de la vie dans l'univers à ce jour connu. Et puis, en même temps, c'est aussi un endroit où... c'est merveilleux quand même, ce miracle dans lequel on est. Donc cette gratitude, c'est important de s'y reconnecter pour pouvoir avancer. Et puis, vous pouvez honorer votre peine pour le monde. Donc cette tristesse, cette impuissance, cette colère, on peut venir le formuler. Il y a un endroit, une sorte d'espace commun où on peut venir lâcher toutes ces émotions-là. On change de regard sur le monde avec différents exercices et on va de l'avant. Et en général, des projets super, déconxieux, sortent de ces 4 jours de spirale. C'est un truc à faire même entre vous, si vous voulez. L'année prochaine, on peut faire du travail qui relie pour remobiliser, re-questionner des choses. Ça peut s'adresser à beaucoup de choses. Enfin, voilà. Mais je ne vais pas vous donner toutes ces recettes parce que vous n'avez pas besoin forcément de... Nous, la façon dont on a constaté, de toute façon, en tant qu'éco-anxieux, la meilleure chose à faire, c'était d'en parler autour de soi, de pratiquer l'entraide, donc l'autre loi de la jungle, comme quoi la coopération versus la compétition, on sait que ça a une valeur ultra positive et beaucoup plus efficace d'une certaine façon. Compter ses forces, c'est très important. Créer ensemble, s'engager au plus près de chez soi, émailler un territoire. Et là, c'est vraiment, alors là, pour le coup, l'expérience que j'ai eue moi, parce que quand je pars de Paris il y a 10 ans pour aller dans Lyon, je suis éco-dépressive, complètement éclatée en vol. Je quitte Libé parce qu'ils sont pas assez écolos. Le losange devrait être vert depuis très longtemps. On devrait parler que de ça tout le temps. À l'époque, Laurent Geoffrin, son super pote, c'est quand même Claude Allègre. Donc,
C'est dur de parler, enfin de défendre cette place-là à l'époque. Et je suis mais absolument rétamée. J'arrive dans une ville, Joigny, dans l'Yonne, 10 000 habitants, à 150 km d'ici, où il n'y a aucun écolo, et encore moins un effondriste. Et je me sens particulièrement seule. Ça me permet de me retaper, cela dit. Je découvre des gens qui ne savent même pas qu'il y a une crise écologique majeure. Donc je les regarde comme une entomologiste regarderait un insecte jamais vu, jamais découvert. Donc il a fallu que je me reset un peu quand même, moi. Mais très franchement... au bout de 5 ans, j'avais la patate. J'ai contacté des collapsologues qui cherchaient des lieux pour partir de Paris, ils voulaient vivre ailleurs, etc. Maintenant, il y a plein de collapsos à Joigny. Et on s'est engagé dans la ville à la transformer. Parce que ça nous emmerde un peu que 60% des votants de Joigny votent RN, alors qu'ils savent même, qu'ils sont clairement beaucoup ignorants, très en colère, et 3, bon, certains, ils savent, bon, bref. Mais du coup, se mettre à l'action, ça a été l'anxiolytique majeur, et c'est le seul connu à ce jour pour ces questions de quand on a nos lumières un peu éteintes. Et j'adore cette phrase de Goethe, ou Hildegard de Bingen, ou on ne sait pas qui. Quoi que vous pensiez ou croyez pouvoir faire, faites-le, parce que l'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. Magie, parce que c'est magique, nous, de nous retrouver très peu nombreux dans un verger, je vous en parlerai plus tard, enfin, de différentes actions qu'on mène là-bas. C'est assez magique de voir qu'en dépit de la déréliction de l'engagement citoyen, de cette polarisation de la société, bon, on n'est peut-être que 30, mais ces 30 a fait un truc qu'on kiffe, quoi. Donc, ça, c'est magique. C'est magique, c'est gracieux aussi. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre de Corinne Morel-Darleux, plutôt Couler en beauté que Flotter sans grâce. Un petit livre que je vous conseille, qui vaut 9 € et qui est une métaphore à partir de l'expérience de Moitessier. Souvenez-vous, il fait le tour du monde à la voile. Et souvenez-vous, pour les plus moins jeunes d'entre nous, il décide de ne pas passer la ligne d'arrivée alors qu'il arrive le premier de son tour du monde à la voile. Et il trace, et il dit « mais je vous emmerde, je continue ». Et il va... je crois qu'il va à Papeete. Je crois qu'il retourne dans le Pacifique Sud. Et elle dit « voilà, ce refus d'advenir, c'est peut-être ça qui va nous sauver, en fait ». Et elle essaye d'appliquer... Peut-être qu'il faut refuser d'advenir et de participer d'une manière ou d'une autre à ce qui se passe là. On est toujours dans un contexte de quelqu'un, d'un auteur qui travaille les questions écologiques et sociales de longue date, qui est même un élu. Elle est élue au Conseil régional Rhône-Alpes. Ça va pas être facile tous les jours. Et par ailleurs, elle est dans le Diois. Et dans le Diois, il y a un nid de résistants là-bas. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu le Diois. Donc, elle est dans ce monde-là et persuadée que peut-être, dans le refus d'advenir, il y a une solution. Et quand on voit que depuis le confinement, beaucoup de jeunes refusent leur diplôme refusent d'advenir d'une certaine façon ou de participer au système mortifère qu'ils dénoncent, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est assez gracieux. Elle parle de la dignité du présent également, c'est-à-dire on sait que beaucoup de choses vont mal se passer, c'est encore plus digne d'être debout et de rester debout. Donc si vous avez un petit problème d'engagement, de motivation, de patate, lisez plutôt Couler en beauté que Flotter sans grâce. Et pourtant, le programme du titre, c'est on meurt tous, on coule. Ben non, en fait, il y a quelque chose d'assez gracieux à se tenir debout. Enfin, l'action porte en elle, donc magie, grâce, mais surtout le pouvoir. Moi, j'ai la sensation en tant que citoyenne, et on a tous la sensation, nous, dans un territoire rural comme Joigny, qu'on est en train de recevoir des décisions qui sont prises et qui ne concernent absolument pas notre quotidien, notre vie locale. Donc on veut se réemparer de plein de choses en utilisant des outils politiques existants comme les fabriques de territoire, les appels à manifestation d'intérêt. On sait remplir des dossiers pour avoir des subventions et pour avoir les moyens de nos actions aussi microscopiques soient-elles.
où aussi vous allez trouver un peu ça gentil ou niais ou bisounours, mais on a cette envie de nous réencastrer dans la politique, et faire de la politique, c'est pas se présenter aux élections forcément, c'est aussi être là en tant que citoyen comme une force. Donc de 3 personnes à Joigny en 2019, nous sommes maintenant 200 sur une ville de 10 000 habitants. Je sais que pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour nous, sur un groupe de 200 personnes, le moindre problème est résolu, l'entraide joue à plein en permanence, des événements, il y en a tout le temps. Hier, j'étais au café tricot, bon, c'est pas que j'adore le tricot, mais si jamais, demain, j'apprends à tricoter, on se réapprend on apprend à monter des tiny house, on se réapproprie nos mains, en fait, parce qu'on fait partie tous d'une génération où on est tous très dans le cerveau, très cérébraux, et on a tous besoin, en fait, dès lors qu'on est à la campagne et à plusieurs, de faire des choses avec nos mains. Voilà. Enfin, vous allez me prendre pour une débile, une cruche que vous voulez, mais j'ai appris il y a 2 ans seulement qu'on devait broyer les pommes avant de les presser pour faire du jus. Voilà. Pour moi, on prenait une pomme, on la pressait, il y avait du jus. Eh ben non, il y a l'étape du broyage avant. Alors pourquoi l'action, je vais vous dire, ceci n'est pas une pomme. Première chose qu'on a faite aussi, une fois qu'on s'est réunis, qu'on a bien bu des coups, la première chose qu'on a mise en place, évidemment, c'est l'apéro. Hein. L'apéro de reliance du territoire, c'est vous ce soir, par exemple. Voilà, donc c'est comme ça, c'est culturel. L'apéro, ce moment-là, en fait, on a commencé les uns les autres, on avait un peu de capital. Alors, quand je parle d'un peu de capital, c'est 3 000, 5 000 euros. Donc, on a acheté des jardins abandonnés, des vieux vergers abandonnés. Rentrer dans un verger, c'est tailler des arbres. Donc, apprendre à tailler des arbres, comprendre comment fonctionne un arbre fruitier. C'est la récolte. Il faut être là au moment où c'est là. Et si vous voulez pas que les oiseaux vous les piquent et vos cerises, il y a intérêt à être là, donc c'est se rendre disponible, c'est s'outiller, apprendre, et à la fin sortir, je sais pas, on a sorti 80 litres de jus, c'est pas grand chose, on est maintenant on a divergé. Chacun soit en indivision, soit via une association, et ces vergers constituent une mosaïque verte. Et comment on s'encastre dans la politique? On vient de signer la première obligation réelle environnementale de France, je crois. C'est un outil en place depuis 2019 dont personne ne se sert, mais c'est génial. Ça veut dire que qui que ce soit qui rachète les vergers après nous est obligé de le garder pour une préservation de la biodiversité. On peut rien construire dessus, on peut pas faire autre chose, et ça peut pas être de l'exploitation monoculture, par exemple, parce que voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'on essaye d'inventer des choses, et tout ça dans la joie. La joie, alors, est un ferment. Ça fait neuneu, hein, vraiment, vu comme ça. Hein, mais c'est subversif, la joie. Si vous cherchez des pistes de subversion, c'est la joie. Les brigades de clowns, c'est-à-dire, vous pouvez dominer une société qui a peur, mais vous pouvez absolument pas dominer ou contrôler une société qui se marre. Et non, mais enfin, bon, c'est renouvelable et absolument, alors là, sans débat. C'est le collectif qui procure la joie ou la joie qui procure le collectif, je ne sais pas. Et c'est éminemment politique, ne serait-ce que parce que je viens de vous dire à l'instant. Qu'est-ce qui vous mettrait en joie dans l'année à venir? Question que vous pouvez vous poser au cours des 2 jours que vous allez passer ensemble. Qu'est-ce qui vous mettrait fondamentalement en joie, de l'ordre du possible ou du pas du tout possible, hein. Genre, voilà. Alors, la philosophie de la joie, c'est Spinoza, pour ceux qui aiment les références culturelles. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, la joie, c'est pas l'abêtissement et le déni des tristesses actuelles. C'est-à-dire, on se réfugie pas dans la joie pour ne pas voir ce qui est. Et ce n'est pas non plus de l'égoïsme, une sorte de tentative de repli sur soi entre développement personnel et bien-être profond. Non, c'est une conquête. J'adore cette phrase. C'est une conquête de la joie par la raison et par le corps sur le constat lucide de nos servitudes. Spinoza. C'est pas mal. Là, c'est les jeunes de la bascule. Ils sont arrivés. Alors pareil, on a fait Joigny, c'est une ville qui était effondrée par 2 fois. Dernière fois qu'elle a été effondrée, c'était la réforme générale des politiques publiques de Sarkozy.
encore du politique. Qui ferme vous savez, les urgences, les tribunaux, les sous-préfectures. Et nous, on avait le groupe géographique des armées, c'est-à-dire la partie des armées qui fait les cartes d'état-major. Ils ont dû partir dans le Haut-Rhin. Résultat, on avait une friche de 20 000 mètres carrés. Avec des bâtiments et finalement la bascule, ce sont des jeunes qui en 2018, suite à la démission de Nicolas Hulot, décident de ne pas advenir, de ne pas terminer leurs études ou alors de prendre sous leur bras leur diplôme d'ingénieur, de commercial, de journaliste, ce que vous voulez, et de les jeter au feu et de faire autre chose de leur vie. Ils se réunissent et là, maintenant, on a un squat officiel, donc avec la bascule. Et ces jeunes, c'est une trentaine de personnes qui servent à la fois. C'est un lieu de repli pour quelqu'un qui serait en train de transitionner. Quelqu'un en train de transitionner ou de bifurquer peut venir ici séjourner quelque temps et se reposer, prendre des forces et redéfinir son projet de vie. Ça peut être une organisation qui ferait ça. Ça pourrait pu être vous qui veniez là-bas louer pour 2 jours le lieu pour des rencontres, etc. Et en même temps avoir une pratique comme je viens de vous un peu parler, c'est-à-dire un peu d'éco-anxiété, un peu d'éco-lucidité, un peu de travail qui relie. Bon, voilà, vous faites des ateliers, vous pouvez louer le lieu. Et puis c'est aussi un endroit d'où partent les transitions sur le territoire. Donc il y a énormément de projets actuellement. J'arrive plus à les compter, notamment un qui me plaît beaucoup, c'est l'arrivée dans notre territoire d'une école de la transition, les écoles ETRE, E-T-R-E, qui sont nées pas loin de Toulouse, il me semble, et qui sont des écoles destinées aux décrocheurs scolaires de 16 à 25 ans. Et puis le mantra de cette école, c'est une école qui forme, qui forme les adultes de demain au métier des demain. Donc, ces décrocheurs scolaires peuvent, je sais pas, il y en a un qui sortait de prison, 4 ans après, il construit des maisons en bois. Il a 22 ans, c'est un petit génie de la maison en bois. Et il y a 4 ans, il sortait de prison pour un larcin ou trafic de drogue. Il ne croyait pas en lui, tout le monde le voyait foutu. Bon, des parcours comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Et ces écoles sont en train de se créer. Il y en a 10 par an qui se créent sur le territoire. Donc, ça peut être aussi, intéressant de se mettre en... Voilà, moi j'adore tout, mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors la joie, ouais, bien sûr. Le sensible, beau, le vivant. Ah oui, c'est vrai que dans les sciences, le sensible, beau, le vivant, ou même dans les questions environnementales, on a peu parlé de vivant avant, il y a 3-4 ans, avant ce changement de regard. On ne parle plus de nature, on parle de raviver les braises du vivant, on parle du vivant. Donc, de se ressourcer, la marche du temps profond, typiquement, ça c'est une marche du temps profond qu'on fait sur la forêt en Haute-Joigny. Voilà, il y a tout un corpus scientifique sur les bienfaits psy de la nature sur le corps humain. Pas que psy d'ailleurs, physiologique, les bienfaits physiologiques de la nature sur le corps humain. Ce beau, ce vivant, les festivals, des outils créatifs à la portée de tout le monde. Est-ce que vous connaissez l'Assemblée de tous les êtres, par exemple ? Vous prenez une bande d'adultes ou même de jeunes, pas trop jeunes non plus, pas que des enfants, et vous leur demandez d'endosser le rôle, d'abord de faire des masques, de dessiner un costume, et d'endosser le rôle d'un être autre que humain. Donc ça peut être le caillou, la bouse de vache, la fourmi, la goutte d'eau, et vous faites une assemblée de tous les êtres, et tous les êtres ont un truc à dire. Bon voilà, c'est des petits exercices comme ça qui réengagent, qui reconnectent un petit peu. Bon. Et en plus tout ça ne sert à rien, donc c'est pour ça que c'est très utile. Je dois aller vite. Parce qu'il y a des questions après. Ah oui, alors moi, le truc quand même, c'est l'humour. On a parlé de la joie. Et après, il y a l'humour. L'humour, on ne partage pas tous le même humour. Et bon, moi, mon maître à penser, c'est vraiment Desproges. Pierre Desproges. J'avais créé, il y a 10 ans, un personnage qui s'appelle Bridget Kyoto, qui était la veuve du protocole de Kyoto, qui faisait les minutes nécessaires de Bridget Kyoto, un peu comme les minutes nécessaires du docteur Cyclopède.
souvenez-vous de Pierre Desproges. Voilà, et effectivement, l'humour et la politesse du désespoir, et se marrer de tout ça, parce que c'est quand même une vaste blague, ça peut faire du bien aussi, tout en étant, bien sûr, aux affaires, à s'engager et à travailler. Je vous laisse avec Bridget. Bonjour. Tous les écologistes le savent. L'écologie, ça rend dépressif. Et c'est vrai. La biodiversité, l'énergie, l'eau douce. Le climat, c'est vraiment la merde. Et en plus, on passe pour des cons. Alors, comment réussir son malheur tout en sauvant la planète? Bon, d'un côté, il y a les antidépresseurs naturels comme le millepertuis. On va les récolter soi-même et tout. Bon. De l'autre côté, on a les groupes de parole. Vous pouvez essayer les groupes de parole, parler, tout ça. Bon. Moi, la solution que je préconise, c'est vin bio, parce que de toute façon, ce serait simple, au bout d'une bouteille, sauver la planète et tout, on n'a plus rien à branler, on s'en fout, on va tous mourir en plus, alors franchement, autant boire des coups. Et puis de toute façon, comme on dit chez les Kennedy, on va pas se laisser abattre. Merci. Alors, je suis à disposition pour une petite séance de questions-réponses, c'est ça ? Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'en tant que journaliste, moi j'adore me former tout au long de ma vie. En ce moment, on se forme beaucoup, le collectif Argos se forme à l'éducation aux médias. Et c'est encore une autre forme d'engagement, c'est-à-dire que toutes les formes d'engagement, il y a dans le texte, dans nos choix de sujets, mais il y a également dans la diversification et où est-ce qu'on peut poser nos compétences ici ou là, histoire d'élargir la palette de l'engagement, quoi. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai pas de chance parce que je suis pleine d'éco-anxiété, mais j'aime pas les pommes. Alors, du coup, c'est pas pratique pour moi de finir dans un verger. Moi, je voulais vous poser une question parce que vous avez dit ce qu'en CST, on connaît très bien, c'est-à-dire un peu la connerie du déficit modèle, en disant que c'est pas parce que les gens savent pas qu'ils font pas, en fait, ils peuvent savoir et faire. Et du coup, je voulais un peu vous demander comment vous gérez ces gens-là, ces gens qui savent et qui s'en foutent, pas parce qu'ils sont dans l'éco-anxiété, mais parce que juste, pour eux, c'est pas très grave. Après moi le déluge, de toute façon. Enfin, est-ce que vous, comment vous gérez ça avec votre éco-anxiété ? Je sais pas comment expliquer, mais parce que ça mine aussi ces gens qui participent à la fin du monde activement. C'est même nos ennemis les moins bien identifiés finalement, parce que autant un ennemi bien identifié ça permet de se positionner et de pouvoir répondre et tout, autant là c'est les bras mentons. Pour me préserver, alors à la fois de ne pas aller en prison pour cause de meurtre, ou à la fois pour préserver ma santé mentale, j'ai réussi à mettre en place une totale indifférence à ces personnes-là, sauf quand elles me sont très proches et qu'elles voient que j'y ai quand même mis ma vie. Là, je les quitte. J'ai quitté beaucoup de monde. Non, je vous avoue que l'indifférence est le meilleur rempart à ça. Et je mets toute mon énergie. Par exemple, tiens, du coup, le jour où j'ai de la chance, je vais faire un atelier d'éducation aux médias auprès de jeunes. Et je suis super contente parce que je vais être revigorée là. Et l'énergie qu'ils me prendront pas là, je la mettrai là. Parce que c'est trop d'énergie à donner pour ça, voilà. Et alors après, j'ai pas un rôle de prescripteur ou d'éducateur, moi. J'ai un rôle de journaliste qui passe de l'information. Mais ça, c'est un sentiment qui s'est transformé au fil du temps. C'est-à-dire, c'était la haine, la colère, le mépris, que des énergies particulièrement basses, et surtout, à un moment donné, la distanciation, c'est-à-dire tu ne m'intéresses pas. Si tu ne t'intéresses pas à ça, ça veut dire que dans ton cerveau, il y a milliards de choses qui ne m'intéressent pas. Voilà. Et donc, et plutôt que de faire la guerre à des gens qui ne m'intéressent pas, je vais rester vraiment auprès. Je vais aller me ressourcer vraiment vers des choses.
j'ai fait une série pour France Télévisions qui s'appelle Carbonisé. C'est 10 fois 12 minutes à Joigny sur l'éco-anxiété, sur des gens que je connaissais pas, etc. Et il y avait ces jeunes de 13-14 ans qui voulaient jouer à Greta Thunberg. Mais jouer à Greta Thunberg à Joigny, dans un collège privé, un peu prout-prout, avec la proviseure qui dit « Ah non, à une grève, vous allez me faire un bazar dans l'établissement ». Les pauvres, elles étaient là avec deux pancartes pour dire « Taxer les riches et sauver les ours polaires et le plastique dans les Kardashians, mais pas dans les océans ». Enfin, ils s'étaient bien amusés à faire ça. Bon, les accompagner, faire les pancartes avec eux, recueillir leurs slogans, se marrer... C'était 1000 fois plus générateur de plaisir que d'aller essayer de convaincre les Joviniens qui, pour leur grande majorité, sont des échos indifférents. Et puis même maintenant, le backlash qu'on vit, je ne sais pas si vous voyez qu'on vit un backlash, nous, sur les questions environnementales en tout cas, mais regardez, normalement, il y a de l'agri-terrorisme en ce moment. J'ai jamais entendu ce terme-là. Les écoterroristes sont pas traités de la même façon, ceux qui s'élèvent contre des projets ou des infrastructures inutiles. On a un backlash. Enfin, les questions environnementales reculent alors qu'elles avaient avancé et elles ont mis à petits pas beaucoup de temps pour avancer à petits pas. Et elles sont balayées d'un revers de main au nom de l'inflation, de la crise économique et de nos 12 agriculteurs qui se pendent tous les jours. Et des normes. Je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, ça me réénerve. Et Non, calmez-vous. Alors c'est peut-être juste une remarque en fait, ou un constat en fait sur ces questions-là. C'est vrai que la question enfin, toutes les questions environnementales, c'est des questions sur lesquelles on nous questionne énormément. Nous, en tant qu'acteurs de la culture scientifique sur le territoire, voilà, on nous demande de produire beaucoup de choses là-dessus. Et ce que je constate, moi, depuis quelques années, c'est que là où on avait une entrée très développement durable, à un moment donné, où on parlait beaucoup de physique, de chimie de l'atmosphère, où on abordait les choses beaucoup avec les sciences expérimentales ou les sciences dures. De plus en plus, on aborde des choses aussi avec les sciences humaines. Et j'en veux pour preuve un exemple de conférence gesticulée qui a eu lieu il n'y a pas longtemps sur mon territoire, qui s'appelle l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Enfin non, ils ont changé le titre parce que c'était désobligeant pour le jardinage, mais c'était l'écologie sans lutte des classes, c'est du gaspillage. Et là, c'était des sociologues qui abordaient la question en fait de justement l'écologie, comment on règle l'éco-anxiété, etc., avec beaucoup d'apports de la sociologie. Et du coup, ça permettait aussi à des publics, des habitants, là c'était dans les quartiers, plutôt les quartiers populaires, de pas aller vers eux en disant voilà, maintenant que vous savez tout ça, vous allez travailler sur votre empreinte carbone, vos petits gestes du quotidien, etc. Mais c'était pas pour leur amener derrière ensuite le catéchisme de l'écologie, mais c'était plutôt leur dire ensuite, si vous voulez agir, en fait c'est aussi en prenant conscience que il y a des luttes de classe, il y a des luttes économiques, socio-économiques là-dessus, et du coup ça permet de leur redonner aussi confiance en leur pouvoir d'agir en tant que jeunes citoyens, parce que c'est vrai que quand on fait sinon les fresques du climat ou les bilans carbone, etc., on voit que tout de suite le bilan carbone, quand on fait son empreinte carbone, en fait tout de suite on peut pas progresser, puisque on a tout de suite l'empreinte qui est impactée par les services publics qu'on consomme, et on se dit comment je fais pour agir là-dessus, quoi. Voilà. Faites des fresques du nouveau récit, faites des fresques des étapes du changement humain, parce que maintenant il y a tellement de fresques que les fresques des origines qui nous mettent face à des constats très chiffrés nous bloquent aussi dans une... alors que ces fresques du nouveau récit, typiquement une fresque du climat le matin, qu'une fresque des nouveaux récits, c'est super, parce que les nouveaux récits vont convoquer une créativité politique qu'on nous force à ne pas avoir finalement, et on pourrait tous sortir de ce qu'on sait déjà. Donc il y a ces outils maintenant, ces nouvelles fresques, je trouve, qui abordent la science molle, c'est ça, enfin, je sais pas, les biais cognitifs, c'est pas de la science molle, je crois pas, mais en tout cas le rapport de la consommation, de la publicité, la place de la publicité dans nos choix, dans nos existences, c'est important. Dans la fresque des nouveaux récits, on l'aborde, etc. Donc ouais. Mais vous avez raison, maintenant on sort de la science dure pour aller vers aussi tous les angles morts que l'écologie n'a pas su. Toute la difficulté de cette écologie qui marche pas, c'est qu'elle est contradictoire en permanence. Voilà, c'est que elle est pleine, elle est bourrée de contradictions.
Merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question. En fait, vous avez beaucoup parlé collapsologie, mais est-ce que vous abordez aussi la question du progrès ? Voilà, aujourd'hui, il y a aussi d'autres approches. Et comment vous la situez par rapport à ce que vous nous avez présenté ? Donc le progrès technique, parce que il y a différentes formes de progrès. Du nouveau récit aussi, ça peut être du coup un progrès social, ça peut être un progrès technique. Alors on parle plus maintenant du terme innovation. Transition est en train de petit à petit disparaître. Hein. En fait, on parle beaucoup de changement transformateur, hein, plutôt à l'échelle de la société par rapport à ces questions environnementales. C'est vrai c'est intéressant ce que vous dites, parce que en fait, je réalise qu'on a un vrai truc de. Vous avez vu comment le vocabulaire migre au fil du temps. Voilà, maintenant on parlera. Après, quand on aura tous lu le bouquin de Jean-Baptiste Fressoz, on dira plus jamais transition énergétique. Enfin, en y croyant, je veux dire. Et voilà, effectivement, les bifurcations viennent remplacer finalement une reconversion. On a des mots comme ça qui surgissent. Pour la question du progrès technique, moi je travaille pas trop là-dessus, sauf sur des sujets énergétiques, justement, parce qu'on cherche vraiment tous la martingale, et je trouve que c'est intéressant de voir, voilà. Mais en fait, je crois que j'ai été atteinte par pièces et main d'œuvre il y a très longtemps, et qu'il me semble que s'arrêter de progresser dans un temps donné... En fait, je suis plus partisane de l'an 01 de GB. Voilà, c'est-à-dire, si on s'arrêtait pour réfléchir, on met tout en stand-by et on réfléchit qu'est-ce qu'on veut, quoi. Voilà, mais tout va trop vite. Je regardais l'expo en bas, super, sur l'intelligence artificielle. Tout va trop vite. Personne ne veut arrêter de tout ça. Tout ce qu'on voudrait, c'est tenter de contenir quelque chose dans des lois qui sont obsolètes. Mais en fait, en réalité... je suis plutôt partisane de... Si on arrêtait tout là, on suspend notre jugement pendant 1 an. Je croyais pendant que le confinement... Bruno Latour était encore vivant pendant le confinement. Et il a écrit un truc qui s'appelle un outil de discernement. Et vous allez sur brunolatour.fr, vous allez voir, c'est ce questionnaire avec 7 petites questions. Qu'est-ce qui est fermé qui vous manque ? Qu'est-ce qui n'est pas fermé qui vous manque ? Qu'est-ce qui n'est pas fermé qui vous manque pas ? Qu'est-ce qui est fermé qui vous manque pas ? Etc. Et bon, on pouvait pas se voir entre copains, mais certains si. Et on essayait de répondre au questionnaire. Et on est tous concernés par ça. Et j'étais persuadée, quelle naïveté, hein, qu'il y aura un temps où on s'arrêterait pour se dire, bon, bah voilà, c'est vrai, là, on a constaté qu'on va dans le mur, où il y a peut-être des choses à revoir. Prenons ce temps pour réfléchir. Donc le politique paraît au plus pressé, bien sûr, mais de l'autre côté, il y aurait pu y avoir autour d'un Bruno Latour ou autre, une figure un peu tutélaire, quelque chose de la recomposition. On sort du confinement, première décision du gouvernement lors d'un débat sur le budget, c'est de donner 7 milliards d'euros à Air France. Donc on a compris que voilà, il faut revenir tout comme avant, voire pire, puisque... Voilà. Donc c'était passion. Mais moi, le progrès, j'adorerais qu'on se dise, bon, on suspend notre jugement pendant 1 an, on réfléchit. Voilà. Après, c'est quel discours par rapport aux jeunes ? On parlait justement, en fait... justement, les jeunes, moi je préconise un service militaire, le retour du service militaire, mais militaire TE2RE, avec... Ouais, vous avez peur, hein. On n'y a pas cru. Bon, TE2RE, parce que du coup, c'est un peu ce qui se passe avec les écoles ces jeunes en décrochage scolaire. Je vous rappelle, 1 jeune sur 4 en décrochage scolaire. Donc vous les prenez, vous leur donnez l'envie d'autre chose, de quelque chose qu'on ne voit pas à l'école, qu'on n'apprend pas au collège, moins au lycée. Et bon, voilà, donc de se remettre dans le sensible, dans le vrai et dans le vrai de nos territoires, en fait, en réalité. Voilà, réhabiliter, bon, les métiers manuels, c'est pas nouveau, ce truc-là, cette envie-là. Mais là, c'est une nécessité. Je veux dire, on n'a plus de paysans, c'est pas des drones qui vont planter des graines. Ce sont des boulots qui font pas du tout envie. La preuve, ils nous expliquent tous qu'ils sont RSA. Et c'est pas faux. Et puis, après, on voit bien que dans les territoires, on a besoin de personnes pour construire, pour fabriquer, pour réparer, pour réemployer, pour inventer, pour être créatif. Et ça, je pense que le pas de côté, la bifurcation, le pas de côté, je trouve ça, c'est super enthousiasmant. En tout cas, je suis vachement plus en forme depuis que je fréquente des jeunes de 25-30 ans qui bifurquent
que des dépressifs de 50 ans, comme moi, et qui disent tout est foutu, vivement la retraite. Et encore la retraite, bon, mais ouais. Je voulais rebondir sur la bifurcation. Donc, je suis Anne-Claire Jolivet, je travaille à l'Université de Toulouse. Toulouse est une terre donc, où il y a effectivement pas loin l'école Être à la Hache, Poucharamé, que je connais très bien, vu que j'habite à Poucharamé et à côté. Donc, voilà. Donc, je vous invite tous à venir à Agitaterre d'ailleurs. Peut-être que vous y serez invités cette année. Voilà, je ferai le lien si ça me ferait plaisir de voir chez moi. L'Université de Toulouse, de ce que l'on dit, qu'est-ce qu'il en est de la bifurcation, en particulier du collectif Atécopole à Toulouse, qui travaille vraiment sur la question de la quête de sens des enseignants-chercheurs et chercheurs et même de prendre en compte le souhait et de l'intégrer dans l'institution, vraiment aujourd'hui, vu que le collectif Atécopole à l'Université de Toulouse est pleinement intégré à la Maison des sciences de l'homme, il est pleinement écouté, il intervient, pour vous donner un exemple, aux vœux de l'ensemble du personnel de l'Université de Toulouse, où ils nous font une intro des vœux bien tonique. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, ça n'aurait pas été possible, ça, clairement. Il n'y aurait pas eu cette place, ce couloir, clairement, qu'il y a, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les universités françaises, mais à l'Université de Toulouse, c'est possible, vraiment. Il n'y a pas de résistance institutionnelle. Et ça mérite qu'on se le dise quand même. Et qu'est-ce que l'on fait pour faire converger ces bifurcations, qui sont bien sûr les jeunes en décrochage comme l'école Être, mais aussi les enseignants-chercheurs, pas tous, mais un certain nombre. Et en tout cas, pour ceux qui le souhaitent, peuvent donner du sens, vouloir prendre un autre chemin pour une quête de sens sur leur activité. Voilà, c'est une question que je vous pose et que je pense aussi à l'ensemble de l'Assemblée, directeur des CCSTI, qui travaillent beaucoup avec les universités en France. Moi, vous me posez la question ? Qu'est-ce qu'on fait avec les... Non, ouais, parce que je rappelle juste, parce que des fois on est dans des bulles de filtre avec des biais de confirmation, c'est quand même minoritaire, très, très minoritaire. Et c'est marrant, mais c'est toujours le early adopter, le pionnier d'un petit phénomène, un bruit bas-fond, là, comme ça, qui peut être un signal faible de quelque chose de plus massif. Et voilà, mais la place dans l'institution n'est pas un signal faible. Et la place dans l'institution, c'est rarissime. Mais bon, la région Occitanie est réputée quand même pour être très volontaire sur des projets comme ça, sur le revenu de la transition écologique, sur les écoles aides, sur les choses un peu parallèles, quoi. Enfin, non, il me semble, mais... Merci, merci pour la présentation. En fait, j'avais plusieurs questions. Alors, je vais essayer de sortir celles qui sont peut-être les plus importantes pour moi. J'ai déjà un premier sujet, vous ne l'avez pas évoqué, mais peut-être entre les lignes. Mais dans 3 ans, on a des élections présidentielles avec une... Jean co-président, non. Avec une tendance qui est quand même pas très bonne. Là, aujourd'hui, on a parlé de plein de choses qui ne vont pas. Potentiellement, ça peut être pire. En tout cas, moi, si vous parlez d'éco-anxiété, j'ai une politique anxiété qui est aussi présente, à la fois pour mon travail, pour mes enfants, pour ma vie en France, etc. C'est pour ça que je n'ai pas levé la main tout à l'heure, parce que je me suis dit que j'avais aussi d'autres sujets où je pouvais lever la main. Il me semble aussi, j'ai une question, je ne sais pas répondre à ça. Est-ce que les autres sont meilleurs que nous dans d'autres pays ? Est-ce qu'on est si mauvais que ça ? J'essaye par moment d'être positif aussi en regardant mon territoire et les acteurs qui sont proches de chez moi. Il y a beaucoup d'acteurs comme ceux que vous avez présentés dans le milieu d'éducation populaire, par exemple, qui se bougent. C'est vrai que la politique n'est pas à la hauteur, ça c'est mon avis personnel, mais les gens se bougent quand même, font des choses à petite échelle. Je ne sais pas si politiquement les autres sont meilleurs. Est-ce que les élus des autres pays, je pense aux pays du Nord par exemple, qu'on vante souvent, est-ce qu'ils ont des meilleurs élus que les nôtres ? Est-ce qu'on n'a pas les politiques qu'on mérite ? J'ai beaucoup de questions comme ça et un sentiment, peut-être que vous l'avez évoqué mais je n'ai pas su le retrouver, par moments on est désemparé. C'est-à-dire qu'on se sent... c'est un mur en fait infranchissable et on va rester derrière le mur et on va attendre un peu de manière passive, mais on fait tous ces petits gestes, ces actions politiques, on essaye dans nos structures d'être le plus exemplaire possible, mais à un moment, moi j'ai eu la chance de voyager pour le travail, je reviens du Canada, je vois comment est le Canada, je me dis mais on n'est rien en fait à côté, on est une goutte d'eau, c'est vraiment une goutte d'eau, donc c'est compliqué, voilà. Donc j'avais plein de questions, pardon, je donne tout comme ça, je vous laisse avec.
Puis en plus, je suis vraiment pas une analyste politique, mais je vis dans un territoire rural où effectivement tout ce qui est, enfin, il y a une d'abord il y a deux choses. Il y a un affrontement néo-rural agriculteur, donc déjà, et il se trouve que c'est la même polarisation politique, c'est-à-dire que c'est souvent des paysans ou des agriculteurs qui sont plutôt du côté de la coordination rurale que de la confédération paysanne, et des néo-ruraux qui sont plutôt les caricatures de Bobo, hein. Salut, bonjour, ça va, tiens, on va planter des patates. Et évidemment, il n'y a pas que ça, évidemment, c'est beaucoup plus subtil. Mais on essaye de dresser des ponts. Par exemple, les 3 et 4 février, on crée les états généraux des agricultures alternatives. Donc, c'est la 3e année consécutive qu'on fait ça. Au départ, il y avait 20 personnes dans la salle. Cette année, on a 90 inscrits. Ça prendra comme ça prendra. Mais en tout cas, on invite le type de l'AFD-SEA, donc la fédération départementale, hein, du syndicat FNSEA, nous parler de ses pratiques, y compris du glyphosate. On s'écoute. On essaye de créer des passerelles. Nos actions, c'est un peu cette image-là. Moi, j'aime bien. Si vous mettez des actions inatteignables, le désespoir n'en sera que plus grand et la chute plus sévère. Petit pas, voilà, toutes nos actions sont insuffisantes, mais elles sont toutes nécessaires. Et ce que j'aime bien dans l'action, c'est que ça me permet, moi, en tout cas, de relier la journaliste qui a plein d'infos, qui va pas juste emmerder les journaux à vouloir écrire là-dessus. Par contre, en faire quelque chose, sortir de mon rôle de journaliste, parce que je suis un être humain, parce que je suis une femme, parce que je suis une copine, parce que et que à la fin, je veux être rassemblée, quoi. Et ça, c'est le plus important, d'être vraiment rassemblée. Et je trouve que à nous, vous ou moi, on ne va pas arrêter cette vague d'extrême droite qui est en train, encore Libé aujourd'hui faisait sa une sur l'extrême droite en Bretagne. Je veux dire, cette marée qu'il a, voilà. Nous aussi, on a une politico-anxiété sur 2027. No comment. Enfin, on va faire ce qu'on peut, mais après tout, voilà, il y a une vague d'extrême droite partout en Europe qu'elle ravage tout le monde. Excusez-moi, hein, encore une fois, je suis pas analyste politique, donc on s'en fout, mais. En tout cas, on est dans une ville où il n'y a pas d'opposition. On est dans une ville sans étiquette, donc ça veut dire de gauche. On est la dernière ville avec un maire de gauche dans un département qui compte 420 communes. Donc, on est un dernier bastion, on va dire. Tous les 200 personnes qui sont arrivées dans les 3 dernières années ont toutes pris leur carte d'électeur. Et on sait très bien pour qui, nous, on va tenter de faire pencher la balance. Et on est dans un bled où, à 200 voix près, tout se joue. Donc, on continue. En tout cas, merci pour votre écoute. Et moi, je vais rester pour la table ronde parce que c'est super intéressant. À bientôt.